Par accord, la communauté internationale, en tant que Kinshasa et la rébellion du 23 mars, signe un document de parité qui reconnaît aux deux parties des équivalences politiques, alors que le gouvernement est loin de considérer le M23 militaire des faits comme interlocuteur de poids légal, d'où la proposition d'une simple déclaration soumise aux insurgés pour qu'ils prennent acte de leur capitulation. Suivez. C'est un raté qui était prévisible. La délégation de Kinshasa et celle du M23 n'ont pas signé hier un document qui devrait sanctionner la fin des pourparlers de Kampala. La délégation gouvernementale ne s'est pas présentée dans la salle où devait se tenir la cérémonie officielle à la résidence du président ougandais. En toile de fond, la dénomination que devrait porter le document à signer. Au départ, 3 termes étaient proposés: entente, accord et déclaration. Les 3 thèmes ont été suggérés. Aucun n'a réussi à avoir l'aval des deux parties, d'où cet ajournement sans nouvelle date. Pour le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, il est important d'insister sur l'intitulé de cet accord. Ce n'est pas seulement un titre, a-t-il fait savoir, tout en notant que ce qualificatif reflète même la nature du document. Le chef de la diplomatie congolaise a ajouté rechercher un accord qui puisse aider à consolider la paix. Donc nous prendrons le temps qu'il faut pour se mettre d'accord, s'il y a lieu de se mettre d'accord, a-t-il martelé en Ouganda. Grande déception pour le médiateur Crispus Kiyonga qui croit tout de même que les solutions peuvent encore être trouvées. De l'autre côté, le représentant du M23, Bertrand Bissimois, n'a fait aucune déclaration au sortir de la salle des conférences. Si l'accord attendu ce lundi soir était jugé clé pour tenter de pacifier une région troublée depuis 2 décennies, il n'était cependant pas suffisant pour régler le problème. Des dizaines d'autres groupes armés continuent de terroriser les populations locales dans l'est de la RDC et d'autres opérations seront nécessaires pour venir à bout de ces rebelles. L'accord de paix qui devait être signé lundi devait notamment fixer le sort de 1700 combattants réfugiés selon Kampala dans des camps en Ouganda. Une centaine de rebelles blessés ont également fui au Rwanda, accusés comme l'Ouganda de soutenir la rébellion. Kinshasa reste catégorique. Ce document à signer n'est pas le fruit d'un quelconque accord, mais plutôt de la fin d'une guerre injustement imposée aux Congolais qui l'ont remportée en chassant ce mouvement rebelle. Je vous propose de suivre le coordonnateur national du suivi de mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que la République du Congo veut que le document qui doit être signé par la RDC soit conforme à la réalité. On ne demande pas la lune, on ne demande pas autre chose. La guerre ne s'arrête pas ou ne s'est pas arrêtée puisqu'il y a eu un accord. Il faut que la médiation nous aide à avancer là-dedans. La guerre s'est arrêtée par une défaite du M23. Donc on ne peut pas donner l'impression, en s'asseyant, en signant un document qui s'appelle accord, que voilà, ça y est, la guerre est finie, il y a eu un accord. Non. Donc, en l'occurrence, nous proposons les termes déclaration, mais ils peuvent trouver un autre terme, mais c'est certainement pas un accord. Et sachez également que le gouvernement veut s'inspirer du modèle colombien pour réussir l'intégration des ex-rebelles dans l'armée nationale. C'est à cet effet qu'il a dépêché ce week-end à Bogota son directeur des programmes de désarmement et démobilisation, Roger Mossombo. Ce dernier devrait étudier le processus de réintégration dans l'armée colombienne des rebelles qui ont combattu pendant plusieurs années les forces loyalistes de ce pays d'Amérique du Sud. Puis la synergie de lutte anti-mine a lancé hier sa campagne de sensibilisation au risque de ces engins explosifs dans les territoires post-conflit de Rutshuru et Nyiragongo. Patrick Sialoura. N'est jamais touché. Tel est le slogan de la campagne de sensibilisation des populations civiles au risque des mines et bombes dans les zones à risque telles que Rutshuru et Nyiragongo, lancée ce lundi à Goma par la synergie des luttes anti-mines SILAM en sigle au cours d'un point de presse animé par son coordonnateur national, Mario Ngavo. Celui-ci demande à la population de Rutshuru et Nyiragongo ce qui suit. Nous disons seulement à la population d'éviter les anciennes positions militaires. Nous disons aussi aux gens d'éviter les objectifs militaires. Ce sont des ponts, comme les defenses, les quelques routes vraiment qui étaient plus fréquentées par des militaires.
Nous disons aux gens d'éviter les bâtiments ou des véhicules détruits. Le véhicule, et que souvent, il y a des restes explosifs de guerre qui sont là. Nous disons aussi d'éviter plus des sentiers et d'aller dans les routes principales. Nous disons aussi de ne pas marcher tôt la journée et tard le soir. Nous disons aussi aux gens d'éviter les cimetières et des bureaux de militaires. Parce que là, absolument, nous trouvons des engins. Les zones désertes ou abandonnées, il ne faut pas aussi. Des équipes de déminage, des l'UNMAG et des SILAM sont déjà déployées dans différentes entités à Rutshuru et Nyiragongo pour détecter les zones dangereuses, a déclaré Mario Ngavo. Donc, une équipe de déminage est déjà déployée à Tchenguerero dans le cadre de la collaboration entre SILAM, MEKEM et UNMAG. C'est pour la dépollution d'abord de ces camps et jusque même au ramassage des cartouches et des mortiers qui ont été abandonnés par les militaires. Quant à la SILAM, va déployer les équipes sur toute la chefferie de Bouicha dans le cadre de la sensibilisation. Donc que la population soit vigilante quant à l'utilisation des munitions qu'ils vont rencontrer. Nous leur disons encore de ne pas les toucher, de ne pas les ramasser. Au niveau des acteurs politiques locaux de Kinshasa, la députée Jolie Kenda est rentrée le week-end à son électorat de la Lukunga au quartier Malueka il y a quelques jours offrir du matériel aratoire afin de permettre à ses électeurs de se prendre en charge grâce aux activités maraîchères. Suivez. Venir en aide à son prochain, c'est le geste que vient de poser cet élu de la Lukunga. Jolie Kenda, député national et membre du MSR, a tenu à mettre en application les idéaux de son parti politique, se basant sur l'amélioration des conditions sociales des Congolais. C'est dans cette optique qu'elle a ainsi offert un don de matériel aratoire aux femmes maraîchères du quartier Malueka dans la commune de Ngaliema. Le MSR s'emploie au social de la population congolaise et surtout à l'autonomisation de la femme maraîchère. Nous avons commencé à distribuer ces outils aratoires depuis très longtemps dans presque tous les sites de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous venons de terminer vers le site Lukunga. Donc, je pense qu'avec ça, le MSR remplit son contrat social. Ces nouveaux matériaux vont ainsi améliorer les conditions de travail de ces femmes maraîchères qui ont longtemps exercé avec beaucoup de difficultés. Nous laborions nos champs avec nos mains sans matériel. Jolie Kenda nous vient en aide aujourd'hui avec du matériel. Nous ne pouvons qu'être contentes. Je suis veuve. J'ai élevé mes enfants toute seule. Ils sont tous aujourd'hui universitaires. Avec ce geste posé aujourd'hui, je me sens plus forte de continuer avec cette activité. Je suis contente, mais aussi si elle pouvait nous trouver des espaces où nous pouvons faire nos champs, car là nous les faisons dans des parcelles et des jardins. Si elle peut nous trouver des espaces, nous serons satisfaits davantage. Cet élu de la Lukunga ne compte pas s'arrêter là et promet de militer davantage pour que le social du Congolais et de la femme en particulier soit meilleur. Des préoccupations économiques au plan national, des ministres du secteur économique ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo se sont retrouvés hier à la primature pour s'enquérir de l'évolution économico-financière qui est au beau fixe. Les taux de production et de l'exploitation minière connaissent un embelli autant que les prix des produits de première nécessité qui ne se sont pas envolés. Reportage. À presque un mois et demi de la fin de l'année 2013, les batteries s'activent en vue d'examiner la situation économico-financière du pays. Après analyse, des indicateurs restent au vert avec 8,1% du taux de croissance, se rapprochant de l'objectif de 8,2% pour l'année 2013. Pas de questions particulières, sinon un constat sur la bonne tenue de l'économie nationale, à la fois en ce qui concerne l'économie réelle, c'est-à-dire la production, qui indique d'ailleurs qu'à fin septembre, le taux de croissance peut être estimé à 8,1%, ce qui nous rapproche de plus en plus de l'objectif de 8,2% pour 2013. Et au vu de l'évolution de la production, notamment dans le secteur minier, nous avons ferme espoir qu'on atteindra ce taux de 8,2% à fin décembre 2013.
Autre constat reluisant, c'est celui qui s'illustre avec la stabilité des prix sur le marché et aussi la possibilité de terminer l'année avec un taux d'inflation générale qui ne dépassera pas 1%. Et c'est dans cette conjoncture favorable que des investisseurs belges choisissent de venir en République démocratique du Congo en prospection en vue de se faire une idée exacte sur des opportunités d'affaires dans le pays. L'assainissement progressif du climat des affaires en République démocratique du Congo attire bon nombre d'investisseurs. La mission économique et commerciale des décideurs et hommes d'affaires belges, ouverte ce lundi à Kinshasa, le prouve avec déjà des projets d'investissement, notamment dans le secteur du transport, de l'énergie, la logistique et infrastructure. Là, je vais visiter la centrale d'Inga, où là, il y a également la réhabilitation d'une des centrales de Inga. Donc, évidemment, il y a la centrale de Mobaye-Mbongo, il y a à l'Équateur. Donc, il y a beaucoup de projets pour lesquels nous sommes en cours d'expertise. Mais écoutez, c'est une mission qui fait suite à une première mission que nous avons personnellement conduite en Belgique. Nous avions à cette occasion lancé un appel vibrant à tous les opérateurs économiques belges qui voudraient bien investir en RDC, de venir pour développer ces pays, particulièrement dans le secteur du transport. La coopération décentralisée ville-province de Kinshasa, région de Bruxelles, dans le secteur du transport, vient renforcer les liens des deux capitales, tissés d'un cordon ombilical séculaire. C'est très important, d'autant plus que c'est l'occasion de partager les expériences de deux villes, et particulièrement le savoir-faire de la région bruxelloise dans le secteur du transport. Nous sommes en train de réorganiser ça avec notre programme d'action prioritaire dans le secteur routier. Pour nous, RVA, c'est une bonne initiative des autorités belges et des autorités congolaises, que cette expérience que détiennent les entreprises belges viennent nous accompagner dans la réalisation de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans tous les aéroports du Congo. Le renforcement du port en eau profonde de Banana, l'implantation des traverses des chemins de fer à Kinshasa avec plus de 50 km de tramway, autant de projets repris dans les agendas d'investisseurs belges. Après Kinshasa, la délégation prendra le large pour Kisangani et d'autres villes avant de clore ce périple le 20 novembre prochain. En préparatif de la Journée internationale des droits de l'homme, le ministre de la Justice et des droits humains exalte les étudiants en faculté de droit à des compétitions sur l'art oratoire. La fête intervient le 10 décembre prochain. Après avoir mené un travail d'évaluation des stratégies mises en place par la République démocratique du Congo en ce qui concerne la lutte contre la corruption, il a été démontré une certaine faiblesse de la société civile sur les sujets de la lutte contre la corruption. Pour pallier ce déficit, Open Society Initiative for Southern Africa organise depuis ce lundi une session de formation à l'intention des organisations de la société civile et des médias sur le suivi des accords régionaux et internationaux signés par la RDC en matière de lutte contre la corruption. On a également constaté qu'il y avait plus une tendance à la dénonciation qu'une vraie tendance à l'analyse, une analyse technique, qui pourrait faire de la société civile un vrai canal de dialogue avec les institutions publiques sur ces questions-là. Vous savez que c'est quelque chose que nous soutenons beaucoup. Nous croyons qu'il est important que les citoyens participent à la construction de la société, et c'est là l'ADN de notre institution. Le choix porté sur la société civile et les médias se justifie au regard du rôle qu'ils jouent au sein de la société, notamment celui de sensibiliser et de mobiliser la population, ainsi que d'interpeller le gouvernement. On s'attend à l'issue de cette formation que les acteurs de la société civile agissent avec plus de technicité sur les questions de la lutte contre la corruption, que leur capacité d'analyse s'accroisse et que ceci étant, ils soient en mesure de confronter avec plus d'efficacité le fléau de la corruption, parce que c'est un vrai fléau en Afrique, c'est un vrai fléau pour notre sous-région, c'est un vrai fléau pour la République démocratique du Congo. Le gouvernement ainsi que les parlementaires accompagnent aussi ça tout au long de cette session, étant donné que cette structure se focalise sur la promotion des pratiques démocratiques.
Quête d'équité et de justice encore, les hommes de médias et d'autres membres de la société civile sont depuis hier, et ce pour 5 jours, en atelier de formation sur la lutte contre la corruption. Le but est de permettre aux participants d'intérioriser cette culture. Reportage. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, dit-on. Pour initier la jeunesse congolaise aux fondamentaux de droits de l'homme, le ministère de la Justice, l'ONG Diakonia et le Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme viennent de lancer le jeu concours interuniversitaire d'art oratoire sur le droit de l'homme. Ceci afin de donner une touche particulière à la 65e journée internationale de droits de l'homme qui sera célébrée le 10 décembre prochain. Nous le savons tous, la promotion et la protection des droits de l'homme n'est pas un jeu d'enfant. Il s'agit plutôt d'une lutte permanente et à haut risque. Rien que dans ce pays, la RDC, combien de victimes n'avons-nous pas compté qui ont perdu la vie pour la défense des droits de l'homme? Il doit donc être permanent en vue d'opérer le changement de mentalité nécessaire pour l'édification et la consolidation d'une société où le droit des personnes sont respectés, promis et protégés. L'ONG internationale Diakonia veut, à travers ce jeu concours, impliquer la jeunesse congolaise à la défense des droits de l'homme. Nous voulons que cette génération actuelle aux études puisse être déjà préparée pour qu'arriver à son tour à occuper des fonctions et postes dans le gouvernement ou dans d'autres institutions, que cela devienne pour elles une sorte de pépinière pour qu'ils soient transplantés, pour contribuer au grand labeur qui consiste à promouvoir et à protéger les droits humains. Le 10 décembre prochain, les meilleurs étudiants seront primés et plusieurs prix sont en lice, dont une bourse d'études en France. Reportage signé Patricia Panzou. Chapitre infrastructure, le ministre Fridolin Kassouechi est descendu hier sur l'avenue Bypass se rendre compte de la poursuite des travaux de macadamisation. La modernisation de la voirie urbaine quinoise s'avère une palpable réalité. Suivez. C'est un véritable ouf de soulagement pour les habitants de Bypass et de tous les usagers de cette route. Après plusieurs mois de calvaire, à endurer la poussière pendant les travaux de modernisation sur cette artère, l'heure est aujourd'hui à l'asphaltage, à la grande satisfaction de tous. C'est une occasion pour chacun d'exprimer sa gratitude à l'initiateur de la modernisation du pays, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. C'est un sentiment de joie de voir notre avenue asphaltée 17 hommes. Nous sommes très contents car il n'y a plus de poussière et nous remercions le gouvernement, ajoute cet autre. Fridolin Kassouechi, ministre de tutelle, ne peut que s'estimer heureux devant l'aboutissement de ce projet. 450 mètres du côté droit ont déjà été asphaltés et ceci va se poursuivre. Question de redorer l'image de l'avenue Bypass. La route ici, telle qu'on l'a prévue là, on va la moderniser jusqu'à Mitendi, avant d'entamer la voie du Bas-Congo. De là, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction poursuit son inspection sur le pont cadre de Banounou. La pose de poutres terminée, l'on procède actuellement au remblayage et à la construction du mur de Perret pour stabiliser les talus. Quant au secteur immobilier, la démolition des immeubles construits en dehors des normes fait bonhomme de chemin, à l'image de cette bâtisse de 3 étages non prévue au quartier Bon Marché, appelée à disparaître. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour restaurer l'autorité de l'État dans les secteurs urbains. Pour toute bâtisse érigée sans tenir compte des normes urbanistiques, la seule solution reste désormais la démolition.
Nous sommes dans la commune de Barumbu, au quartier Bon Marché, où il y a quelques semaines, cet immeuble de 3 étages avait menacé de s'écrouler. Voilà qu'aujourd'hui, le dispositif est mis en place pour faire écrouler ce bâtiment avant que le pire n'arrive. Cette décision a été prise après le passage du ministre en charge de l'urbanisme, Fridolin Kasushi-Musoka, en compagnie de son collègue des affaires foncières, Bengabila. L'armée qui supervise cette opération des démolitions a même élu domicile à cet endroit jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Pour éviter l'embrasement de tous les quartiers, on a préféré procéder par la destruction progressive. Donc, dans un premier temps, nous allons stabiliser. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Après la stabilisation, on va procéder par la destruction. La population environnante ne peut que se réjouir de cette démarche entreprise par le gouvernement. C'est une bonne chose que le gouvernement ait décidé de démolir cet immeuble. Le ministre de tutelle Fridolin Kasushi-Musoka et son collègue des affaires foncières, Robert Mbwingabila, sont descendus sur place en compagnie de la ministre provinciale de l'urbanisme. Question de s'assurer que tout est mis en place pour que la démolition commence bel et bien demain mardi. À pression des commentateurs à travers les lignes, Média Plus ouvre ses colonnes à Isidore Ndayouel et Ziem qui stigmatisent des termes qui mettent en mal la cohésion nationale. Ne parlons plus de gens de l'Est ou de nos frères de l'Est. Il convient de citer directement la région concernée, les gens du Nord Kivu et de l'Ituri ou encore nos confrères du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette généralisation de l'Est distinct de l'Ouest est à proscrire. Ensuite, la distinction Est-Ouest est une invention des multinationales qui cherchent à tout prix à détacher du reste du pays ce qu'elles appellent le Congo utile, d'où des projets de création d'une république autonome allant du Kivu au Katanga et l'insistance sur le fait que l'espace swahiliphone n'a rien à voir avec l'espace lingalaphone. La tempête des tropiques a assisté à la messe d'action de grâce en mémoire du feu archevêque et martyr de Bukavu. La mémoire de Monseigneur Christophe Munzirwa a été honorée à Kinshasa. Mzee Munzirwa n'avait pas pris fait et cause pour des catholiques, ni des chrétiens uniquement, ni même pour les seuls Congolais. Il était au-delà des races et des ethnies, au-delà des confessions religieuses. En sport, Normand a battu hier au stade Père Raphaël de la Queutule, rangèrent sur le score de 2-1. RCK et Africana se sont neutralisés sur le score de 0 but partout, puis Jeunesse sportive de Kinshasa a dominé Olympique Club de Kinshasa par 3-0 au stade des Martyrs. Enfin, Réel Impact et Tornado ont fait un nul de 1 but partout. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.